Et du coup, ça veut dire quoi? C'est moins bien, ou on fait de l'accessibilité aussi pour eux, ou on ne le prend pas en compte? Et ça, je m'en suis rendu compte. Dans l'accessibilité numérique, on travaille beaucoup avec des normes, enfin avec des des règles d'accessibilité. C'est très standardisé. Et donc, c'est classé en 3 niveaux. Donc, il y a le niveau simple A, c'est des critères, premier niveau, on va dire. Le niveau double A, donc c'est tous les critères simple A, c'est cumulatif, plus tous les critères double A pour être de niveau double A. Et ça, c'est même devenu une obligation légale au niveau français et même européen maintenant. Il faut respecter ce standard niveau double A. Et puis, il y a un niveau triple A, auquel, du coup, on ne prête pas forcément beaucoup attention, et qui est du niveau triple A, et c'est écrit comme ça dans la norme, parce qu'on ne peut pas l'imposer comme une politique obligatoire dans tous les contextes, ce n'est pas possible dans tous les contextes. Et c'est typiquement le contraire du OneWeb, c'est-à-dire dans le triple A, c'est pas une même interface pour tout le monde, il faut quand même des adaptations spécifiques. On y retrouve là-dedans, par exemple, pour les personnes déficientes intellectuelles, tout ce qui est une rédaction alternative de certains textes en facile à lire et à comprendre. On va y retrouver tout ce qui est la langue des signes. Voilà. Donc c'est des choses qu'on fait en plus et qu'on ne peut pas forcément généraliser et qu'on ne peut pas imposer à tout le monde et qui sont des aménagements pour certaines personnes. Et je me suis confrontée du coup à un discours qui me disait oui, mais du coup vous dites que le handicap intellectuel c'est pas obligatoire. Enfin, comme si ces personnes n'étaient pas dans le champ. Et du coup, j'ai beaucoup plus travaillé sur cette question aussi. Et effectivement, ça pose la question, même avec d'autres amis, qui travaillaient vraiment pour que ce soit le plus accessible possible. Et on oublie certains utilisateurs. Et en fait, là, je parle des autres, mais encore une fois, ça m'a renvoyé à une espèce d'hypocrisie personnelle, qui est que, à l'époque où j'étais vraiment alitée pendant tous ces mois, j'avais pas de traitement qui fonctionnait. En fait, il y a déjà des gens qui étaient prêts à être très accessibles et qui me disaient, j'avais des responsabilités associatives et on me disait, mais c'est pas grave, on peut faire la réunion chez toi ou par téléphone. Mais en fait, je pouvais pas, juste je pouvais pas. Et donc, dans une société accessible, le handicap existera toujours. Et on en fait quoi alors? C'est un problème? C'est pas un problème? Et visiblement, c'est un problème puisqu'on veut absolument le faire disparaître. Et donc là, la phase actuelle, vous voyez, ça change, hein, donc peut-être ça changera encore demain, mais pour l'instant où j'en suis, c'est vraiment la phase, j'ai mis un hashtag parce que c'est aussi une espèce de mot de ralliement sur Twitter qui est Say the word. Il faut arrêter d'avoir peur du mot handicap et peut-être le réhabiliter et lui redonner de la visibilité. Plutôt que de dire si c'est accessible, on ne le voit plus, on va le gommer, on va peut-être au contraire dire il faut lui faire une place. Et c'est peut-être normal et ce serait bien. Et arrêter de culpabiliser les gens d'être ce qu'ils sont, parce que finalement, le handicap, ça fait partie aussi de son histoire, de son identité, de mon histoire. Je ne serais clairement pas ici aujourd'hui et je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui si je n'avais pas ce problème de santé-là. Et il y a un programme, il y a une conférence lundi, un salon, et j'ai lu dans le programme, là, en venant dans le train, « Venez découvrir l'aventure humaine de Laurent, un salarié d'une entreprise, qui, grâce aux outils numériques, gomme son handicap, travaille et échange avec son entourage comme les autres salariés. » Et là-dedans, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a une espèce d'injonction. Il faut qu'il soit comme les autres salariés. Il faut gommer. Comme si le numérique, ça devait servir à ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'interroge énormément et aujourd'hui qui me pose vraiment question. Et ça revient aussi à la question, on parle beaucoup de situation de handicap. J'étais sur un stand à Paris avec un ami qui est aveugle, donc qui a un handicap visible, lui. Et on croise une dame, donc on parlait accessibilité, logiciel libre, je suis pas mal impliquée aussi dans tout ce qui est logiciel libre. Et cette dame, elle passe, et puis il dit, pour les personnes handicapées, elle le reprend, et elle lui dit, non, pour les personnes en situation de handicap. Il lui dit, mais madame, je dis bien ce que je veux. Et il avait bien raison. Sachant qu'en plus, elle lui fait la leçon alors qu'elle y connaît. Enfin, elle n'était pas concernée elle-même par le sujet, même de façon invisible, elle nous l'a confirmé. Et le problème, pareil, quand j'ai écrit des documents pour l'État, et à un moment, je mettais parfois situation de handicap, et puis parfois personne handicapée, et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais non, il faut absolument pas, il faut réécrire, ça peut froisser. Je dis, bah, si ça froisse, discutons-en, attendons de voir, mais pour moi, je ne vois pas pourquoi on aurait peur de ce terme-là. Et alors là, pour savoir quel est le problème, posez-vous juste la question. Vous êtes dans un groupe, puis il y a une personne qui est rousse au milieu. Est-ce que vous allez dire, est-ce que c'est la personne en situation de cheveux roux? Pourtant, c'est hyper instable. Non, vous allez dire la personne rousse, mais en fait, vous pouvez même dire la rousse là-bas, ou le roux là-bas. Et c'est pas péjoratif. Est-ce que c'est partie de son identité? Ça réduit la personne à ça? Non, sauf si c'est vous qui avez cette intention.
Donc pourquoi on ne pourrait pas dire la personne handicapée ou le handicapé? Et pourquoi aujourd'hui c'est vraiment un problème? Donc c'est une question que je me pose, mais qui reste un problème aujourd'hui. Et donc le handicap, ça revient à se rendre compte qu'en fait le handicap, c'est pas quelque chose qui est lié à la personne, c'est une construction sociale. C'est un peu des grands mots, mais pour vous donner, ce qui m'a permis de me rendre compte de ça, c'est un film, le film d'Amandine Gay, Ouvrir la voie, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est le témoignage de femmes noires. Malheureusement, il n'est pas beaucoup passé, elle a eu beaucoup de mal à faire son film, mais qui est extrêmement, extrêmement intéressant. Et à un moment, elle pose la question, quand est-ce que tu es devenue noire? Et chacune des intervenantes, elles ont une anecdote, un moment où elles deviennent noires. C'est totalement contre-intuitif, parce qu'on peut se dire, bah, elles sont nées noires. Mais en fait, non. Et elle raconte, il y en a même une qui raconte ça. Et ma fille, c'était pareil, elle me parlait d'un copain de classe en maternelle. Et elle me dit, mais tu sais, celui qui est marron, bah ouais, en fait, il n'est pas spécialement noir. Et c'est vraiment une construction sociale. Le handicap, c'est pareil. Moi, j'avais mes problèmes de santé. En fait, on se rend compte que j'avais 16 ans quand ça a commencé. Et ça ne s'est jamais vraiment arrêté. La définition légale, officielle du handicap, c'est une limitation d'activité substantielle, durable ou définitive, subie dans son environnement en raison d'une altération physique ou mentale ou d'un trouble de santé invalidant. Et ça, je l'avais depuis des années. Le jour où je me suis sentie handicapée, c'est le jour où on m'a dit que je ne guérirais pas. Et donc, il y a vraiment un jour où, du coup, tout change et on est obligé de refaire ses plans sur sa vie, sur ce qu'on va devoir faire, de s'adapter. Et on voit qu'il là-dessus, il y a d'autres choses qui sont venues se greffer, qui est le terme handicapé, où on a une vision, un archétype de la personne handicapée qui est construite socialement, où c'est forcément quelqu'un qui vit une tragédie, donc il vaut mieux en avoir pitié. Et éventuellement, on va dire quel courage. Qu'est-ce que je suis courageuse? Ça, on me l'a souvent dit. Après, je suis peut-être vraiment courageuse. Mais du coup, c'était toujours quand même dans un contexte, quel courage. Bah, je n'ai pas de courage, j'ai des béquilles, c'est pas grave. Et donc, du coup, ça sous-tend aussi que quand on est handicapé, on n'a pas le droit au bonheur. Imaginez que vous baignez dans ce contexte, vous ne vous rendez pas compte, il y a des petits prix de presse comme ça qui vous jettent des mots sans vous en rendre compte. Et puis, on vous dit tout à coup, vous avez un handicap, mais il y a plein de gens qui vont se dire, mais il vaut mieux mourir en fait que d'avoir un handicap. Et il y avait une conférence TED de Dan Gilbert, qui est psy à Harvard, sur le bonheur de synthèse. Et il prend un exemple, il fait un petit jeu dans la salle et il dit, voilà, imaginez, là, 2 secondes, je vous projette 2 images, quelle situation vous permettrait d'être plus heureux? Et il montre, vous gagnez au loto ou vous devenez tétraplégique. Tout le monde rigole, évidemment, on choisit, on gagne au loto. Et donc là, déjà, ça prouve que l'archétype du malheur, c'est quand même d'être handicapé. Et encore plus intéressant, la slide d'après, il dit, bah, en fait, ça n'a aucun impact, les deux sont aussi heureux. Donc on voit que c'est vraiment une construction sociale. C'est pas du tout vrai, et ça ne correspond pas à la réalité. Alors du coup, petit jeu. Il y a Stephen Hawking, qui est donc un physicien britannique, qui est mort le 14 mars dernier, donc c'est assez récent, et sur Twitter, sur les réseaux, il y a une image notamment qu'on a vue circuler, avec l'image d'un homme, une ombre, une silhouette qui s'en va au loin et qui quitte visiblement en premier plan un fauteuil roulant, qui représente le fauteuil roulant de Stephen Hawking. Qu'est-ce que ça vous évoque? En fait, ça annonce sa mort, hein, donc c'est dans le contexte. Ouais. Il a fini avec son handicap. Il est libéré de sa chaise, exactement. Il part vers les étoiles, c'est quelque chose d'assez joli, hein, c'est poétique. Il part vers les étoiles, sachant qu'il était physicien. Il est debout. Clairement, le message derrière, c'est qu'il est libéré de son fauteuil et il part vers les étoiles, vers un monde meilleur, en fait, hein, parce que sa vie, forcément, c'était pas terrible. Et quelle horreur, en fait. Ça se veut poétique, mais c'est horrible. Et ça, ce message-là, moi, je sais que pendant longtemps, mes béquilles, mais je supportais plus, je voulais plus les voir. Mais en fait, c'est absurde. Heureusement qu'elles sont là. C'est juste un outil, ce qu'on appelle une technologie d'assistance, si on va plus dans le numérique, mais c'est une technologie d'assistance, et c'est top. Et il y en a plein dans le numérique qui se développent, et ça permet de faire plein de choses. Mais on voit que dans l'inconscient, c'est vraiment vu comme quelque chose
de négatif. Et pour vous montrer que ce n'est pas une fatalité, il y a d'autres dessins qui circulaient, comme par exemple celui-ci, où on voit Stephen Hawking qui va pour le paradis, qui est bien dans sa chaise et qui dit « fuck » parce qu'il y a des marches encore. Donc on voit que c'est une construction sociale, et la bonne nouvelle, c'est que qui dit construction sociale dit qu'on peut déconstruire. Et donc ce n'est pas une fatalité. Et on a tous un pouvoir d'agir là-dessus, qu'on soit valide ou handicapé. Et donc, du coup,